l'heure. Mais tout de suite et maintenant, je vais procéder à la présentation de nos panélistes. Nous avons M. Clovis Yao. Il est auditeur, mais il est aussi directeur de la recherche, ça à Audace Institut Afrique. Nous avons Marie-Lucienne qui est connue par plusieurs d'entre vous ici. Elle est entrepreneur digital. Elle parlera pour le compte de l'UNICEF. Nous avons M. Ayouba Koulibaly, il est chef de service reconversion au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, du service civique et de l'emploi des jeunes. Nous avons M. Amadou Mohamed Fofana, il est directeur associé du cabinet Sigma et il est l'initiateur de SAFE. Et la semaine passée, il terminait. Pas du tout. C'est autre chose. J'ai eu peur. J'ai dit, mais attends, pourquoi il réunit la paternité? Et puis nous avons Daniel Oulaï. Vous voyez, avant, on croyait que les grands fermiers venaient du Texas. Il y en a aussi qui viennent de Danané. Donc, Daniel Oulaï, il est là. C'est nos panélistes. Je me ferai fort d'être le modérateur de ce panel. Et tout de suite et maintenant, j'aimerais que sous vos ovations, nous puissions accueillir très officiellement nos panélistes. Repenser l'entrepreneuriat, le thème a été choisi parce que l'entrepreneuriat est pensé depuis plusieurs années et nous croyons que notre société est en constante construction et il y a certaines choses qu'il faudrait repenser. Il y a des choses qu'il faudrait repenser et ce qu'il faut repenser en ce moment pour nous, c'est plusieurs aspects qui permettront vraiment d'avoir un meilleur écosystème entrepreneurial. Et pour cela, nous allons discuter de plusieurs thèmes. Donc, chaque panéliste ici aura 5 à 7 minutes pour son propos liminaire et ensuite, on ira à la série des questions, des discussions. C'est bon? Tout le monde est OK? On peut y aller? On va commencer tout de suite par Clovis Yao. Clovis Yao, on vous a demandé de nous parler de 10 propositions concrètes pour améliorer l'écosystème entrepreneurial. Il est à l'origine d'une étude très, très riche de Audace Institut Afrique sur comment sauver les petites entreprises lors de leurs 3 premières années d'existence. Et il a beaucoup de choses intéressantes à nous dire en 7 minutes. Clovis, vous avez la parole. Merci beaucoup, Achilles. Et je remercie aussi avec toi toute ton équipe qui avait décidé de nous associer à cette activité de réflexion, de formation et d'information de la jeunesse. Alors, comme il a dit, je suis Clovis Yao. J'étais anciennement auditeur financier chez Ernst & Young. Ça fait 1 an et demi que je ne suis plus là-bas. Je me suis reconverti en consultant en stratégie de gestion des entreprises. Je suis aussi directeur du développement et de l'entrepreneuriat chez Audace Institut Afrique, où justement je traite des questions liées à l'entrepreneuriat, la liberté économique et tous ces sujets-là. Alors, Audace, c'est un think tank. C'est un think tank libéral, apolitique, qui traite donc de plusieurs sujets comme le foncier, les droits de propriété, la lutte contre la corruption et aussi l'entrepreneuriat. Et en 2020, nous avons décidé avec l'appui de nos partenaires financiers que sont Network for a Free Society, qui est une organisation anglaise, et la fondation allemande, la Friedrich Naumann, travaillaient sur une étude qui voulait comprendre les difficultés que les entrepreneurs rencontraient dans leurs 3 premières années. Voilà, donc pour ce faire, nous avons rencontré des entrepreneurs qui étaient au-delà de ces 3 ans et des entrepreneurs qui étaient encore dans cette phase critique et d'autres qui avaient échoué, et des organisations de tutelle, des ministères, des associations, des fédérations. Et ça nous a permis de sortir des problématiques auxquelles faisaient face ces entrepreneurs. Et après, comme nous sommes un think tank et notre travail justement en tant que think tank, c'est de proposer des solutions sur base des problèmes que nous relevons. Voilà, et nous avons donc sorti des recommandations. Mais avant, je voudrais très rapidement rappeler ce que cette étude a pu relever comme difficulté. Il est classé en 2 grandes catégories. D'abord, en interne, donc pour ce qui concerne l'entrepreneur et son entreprise,
Donc, ce sont des problèmes de management. De management, et ça, on ne le dit pas assez. Il y a hier, Mme Yao de la MPME l'a rappelé. Vous pouvez avoir une très bonne idée, une idée qui peut-être marchera à coup sûr, mais ne pas être la bonne personne pour gérer le quotidien, recruter les talents, assurer la gestion de l'entreprise. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne font pas le distinguo. Et ça fait partie des problèmes, justement, qui, au moment d'amorcer la croissance, peuvent freiner le développement de l'entrepreneur. Ensuite vient la connaissance technique. Si vous êtes dans une industrie qui nécessite au moins un minimum, je dis n'importe quoi à la production, il faut quand même avoir des connaissances techniques sur ce domaine et sur votre secteur. C'est vrai que nous sommes dans un environnement dans lequel ce n'est pas très évident, mais c'est un sujet aussi. Après, on peut évoquer les problèmes de réseau, les problèmes de comptabilité et le flou dans la gestion. Au niveau externe, naturellement, c'est de façon générale l'environnement des affaires qui peut être souvent un peu lourd au niveau de la fiscalité. Pas la fiscalité comme vous la connaissez classique, mais peut-être quand on cherche un peu du niveau de la parafiscalité, c'est là qu'on voit vraiment la lourdeur. Parce qu'en termes de fiscalité, quand tu prends les chiffres de l'État ivoirien, on est quand même bien placé en termes de normes communautaires. Donc on pourrait se dire que, bon, de quelle pression fiscale parlent les entrepreneurs. Mais quand vous regardez du côté de la parafiscalité, c'est là qu'on comprend qu'il y a la mairie qui intervient, il y a les ministères qui interviennent, il y a des syntaxes et autres. Et là, ça commence à devenir lourd pour des acteurs qui sont dans l'industrie de l'hôtellerie, par exemple. Ça peut vraiment peser. Voilà. Et plus concrètement, quelles sont donc ces 10 propositions que nous faisons à la fin de cette étude? Nous avons décidé de marquer le chiffre 10 pour que ça reste dans les esprits. Nous avons segmenté ces recommandations en 3 grands groupes. Le premier groupe, ça concerne l'entrepreneur. Et nous estimons que c'est l'individu qui va faire bouger les choses. C'est vrai que l'État peut aider, mais c'est vous, en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, qui pouvez faire bouger les choses. Donc, ces 10 recommandations sont orientées vers l'entrepreneur. Évidemment, ça va respecter la logique des difficultés relevées. Donc, il faut la formation. La formation au management, à la gestion d'entreprise. Il faut aller à la recherche de l'information. Ça, on ne le dit pas assez. Dès que vous tendez le micro à un entrepreneur, quels sont vos problèmes? Problèmes de financement. Voilà. Et là, la salle n'est pas pleine. Alors qu'aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'environnement, on va parler de conseils. Il y a pas mal de gens qui s'y connaissent. Et enfin, ce n'est pas tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire qui sont dans cette salle-là. Mais bon, je passe. Et ensuite, le second point au niveau de l'entrepreneur, c'est de s'orienter vers les structures d'encadrement. Comme je l'ai dit, comme vous, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas avoir toutes les casquettes en même temps. Et au début, c'est aussi difficile d'avoir les ressources qu'il faut. Vous pouvez, pour vous concentrer sur le cœur de votre activité, confier la partie compliquée, la partie complexe, comptabilité, fiscalité, tout ça, à des gens qui s'y connaissent, qui travaillent régulièrement sur la question. Et vous vous concentrez sur le cœur donc, de votre activité. Ensuite, un second point, un troisième point qui est très important, et je veux vraiment que s'il y a quelque chose à retenir de mes propos, ce soit ça. Il faut absolument commencer là où vous êtes. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, avec ce que vous savez. Et ça, je vais le détailler, je vais faire une parenthèse tout à l'heure. Commencez là. Parce que nous tous qui sommes dans cette salle aujourd'hui, avec 1 milliard, je vous promets qu'on peut faire beaucoup de choses, tous. Donc, il ne s'en sert absolument à rien de faire un business plan de 10 millions, de 30 millions et d'attendre que quelqu'un vous trouve cet argent. Ça ne passera pas. Et en 4e lieu, pour l'entrepreneur, ce sera de faire de la qualité. Parce que, in fine, vous devez vendre. Et quand vous vendez, si c'est de la qualité, vous pouvez avoir finalement des clients. Parce que si vous ne vendez pas la qualité, vous avez beau avoir le meilleur pitch, le meilleur business plan, mais si la qualité n'est pas dans votre produit, je suis désolé, vous ne ferez pas long. Ensuite, il faut innover.
Il faut innover et comme le président du comité scientifique aime le répéter, aujourd'hui, vous, en tant que jeune Ivoirien, vous allez vous retrouver en concurrence avec le français, avec le chinois. Donc, il faut innover. Il faut aller à la recherche de l'information, il faut se surpasser. Ne restez pas là à dire que non, ils sont venus nous arracher tous les marchés. Bah, il faut innover. Il faut innover. Et quand tout ça c'est fait, il faut créer un réseau. Parce que finalement, vous devez vendre à quelqu'un. Il faut vendre à votre réseau. Donc, construire un réseau dynamique fait partie des recommandations que vous devrez prendre en compte dès l'entame de votre expérience entrepreneuriale. Je voulais ouvrir justement une parenthèse sur l'aspect de commencer là où vous êtes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons été longtemps dans la complaisance. Il y a deux approches en termes d'école, de pensée d'école. Il y a ce qu'on appelle l'approche causale et l'approche effectuelle. Et jusque-là, je ne suis pas un anti-business plan, ça je tenais clairement à le signifier au début, mais je pense profondément qu'un business plan, comme son nom le dit, c'est pour un business. Ce n'est pas pour quelqu'un qui a une idée, c'est pour un business. Si vous n'avez pas de business, vous n'avez pas besoin de business plan. Et puis, nous sommes en Côte d'Ivoire. Qui connaît une base de données nationale où on peut trouver les concurrents d'un secteur à jour, les fournisseurs d'un secteur à jour, le chiffre d'affaires d'un secteur d'activité à jour? Il n'y a pas. Alors, quand on a fini, on sait tout, ceux qui ont déjà fait des business plans savent, quand on a fini de décrire notre idée, qu'est-ce qu'on va faire? On va inventer tous les chiffres qui arrivent. On sait qu'en troisième année, il faut que le business soit rentable. Et bon, on fait ça, c'est rentable. Et après, on n'applique pas. Nous, on ne se positionne pas comme ça. Vous prenez toute l'énergie, vous avez fait des études de marché, prévoir tout et prévenir tout ce qu'il faut. Et puis, en mars 2020, il y a Covid. Quelle que soit votre technicité à prévenir, à travailler sur la prévision avec tous les chiffres, les machines possibles, vous n'aurez pas pu prévoir Covid. Voilà, vous allez remettre le business plan à jour et on vous dira que normalement en fin d'année 2020, Covid sera terminé. Et patatras, en 2021, on a toujours Covid. Vous allez remettre à jour. Quand est-ce que vous lancez votre entreprise? Donc, on est resté dans cette complaisance à pousser les jeunes à dire faites des business plans. L'entrepreneur, ce n'est pas celui qui est fort en pitch. Un entrepreneur, il vient répondre à un besoin, il vient vendre des produits, il vient vendre des services. Aujourd'hui, on nous présente des stars en business plan, en competition, à des pitchs, à un point fini. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas penser, et ça, je le soumets au président du comité scientifique, faire des compétitions des gens qui vendent vraiment des produits, qui sont vraiment des entrepreneurs. À la fin, quand tu es un bon compétiteur, enfin, tu es un bon pitcher, est-ce que c'est ça l'entrepreneuriat concrètement? Alors, l'approche causale dit ceci. Laissez-moi prendre ça très clairement pour le citer, pour comprendre un peu la différence entre les deux notions. Alors, l'approche dit ceci. Dans la mesure où nous pouvons prévoir l'avenir, nous pouvons le contrôler. Dans la mesure où nous pouvons prévoir l'avenir, nous pouvons le contrôler. Et donc, c'est ce qu'on fait. On va faire en sorte de faire des prévisions au maximum et on pense pouvoir contrôler l'avenir. Après toutes ces prévisions, qui aurait pu prévoir Covid? Non. L'approche effectuelle dit, dans la mesure où nous pouvons contrôler l'avenir, pas besoin de le prévenir. Donc, si vous vous lancez avec ce que vous avez aujourd'hui et que demain il y a Covid, bah vous faites avec Covid. Vous vous surpassez et vous faites avec Covid. Un exemple très rapidement, parce que je pense que le temps est en train de s'écouler. Vous avez faim. Finalement, vous avez faim. Il faut manger. Et voilà, c'est ça. Quand on a faim, il faut manger. Maintenant, vous dites que vous avez faim, vous voulez manger de la sauce tomate. Alors que dans votre frigo, il y a de la pâte d'arachide, il y a du poisson, il y a de l'oignon, il y a du sel. Mais faites-vous une sauce arachide et mangez. Et finalement, vous avez faim ou pas? Non, vous attendez que le bon Dieu mette la tomate dans votre frigo et que pour faire finalement une sauce tomate. Vous n'allez jamais manger. Pourquoi ne pas faire une sauce arachide? Manger, avoir de la force, aller travailler, gagner de l'argent et finalement vous achetez la tomate qu'il vous faut. C'est ça cette approche. Et nous pensons que c'est ce qui est plus adapté dans notre environnement parce qu'il n'y a pas d'information ici. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes données. En France,
Vous pouvez prendre un secteur d'activité, avoir les chiffres à jour. Et ça, nous n'avons pas. Et donc, allez-y avec le peu que vous avez, commencez, créez de la valeur, créez une entreprise, créez un service, et finalement, vous serez un entrepreneur. Et pour revenir rapidement sur les recommandations au niveau de l'État, ce serait de repenser de façon globale la stratégie. L'État dépense pas mal de milliards à faire des études, à faire des actions, mais finalement, quand tu prends la stratégie globale de l'État ivoirien, il y a pas mal d'incohérences. Voilà, l'État, je me rappelle, le programme FENE, ça a coûté combien de milliards? Mais finalement, quand vous discutez avec des entrepreneurs, ils vous disent, moi, mes principes dans mon entreprise, c'est 90 jours, mais j'ai livré à l'État depuis 2 ans, il ne m'a pas payé. Mais ça sert à quoi de faire des programmes de dire on soutient l'entrepreneuriat localement et on ne perd même pas la peine de payer la dette intérieure? L'attribution des marchés, on nous dit que l'État a pris des engagements pour que ce soit payé, enfin, que le secteur, les entrepreneurs locaux aient 30%. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu atteindre ce quota. Voilà, il faut repenser cette stratégie en partant de l'éducation, du système éducatif, à tous ces programmes d'accompagnement. Ensuite, il faut lutter efficacement contre la corruption. Et il faut être honnête parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, comme vous n'avez pas les informations, les agents véreux, ils arrivent. Peut-être un jour après la fin du délai, ils vous disent que vous auriez dû payer l'impôt hier, vous ne l'avez pas payé. On fait comment? Mais comme vous n'avez pas d'informations et que l'information n'est pas claire et n'est pas disponible quelque part, bah vous êtes obligé de rentrer dans cette magouille et finalement, vous êtes les plus grands perdants. Et pour terminer, au niveau donc de l'État, c'est de dire, le rôle de l'État, ce n'est pas de coacher un entrepreneur. L'État doit créer un environnement qui favorise la naissance des structures d'encadrement, de formation, ainsi de suite. Il ne faut pas que l'État rentre dans le jeu de venir former, coacher, tout ça. Il faut créer un environnement, encourager des institutions à s'intéresser à la formation et à l'encadrement des jeunes. Et les 3 dernières recommandations qui concernent les autres acteurs. Premier point, donc le financement. Et oui, nous, on plaçons le financement au 7e point parce qu'on estime que si vous avez une entreprise et que vous vous êtes bien formé, vous avez les compétences qu'il faut, vous structurez votre entreprise et que l'environnement est favorable, le financement devrait pouvoir venir. Parce que ce qu'on oublie dans nos propos, c'est qu'une banque, finalement, c'est une entreprise. Et elle ne va pas miser et donner de l'argent partout et n'importe comment. Donc, à un moment donné, il faut que vous aussi, vous fassiez un peu d'effort. Parce que les banques exercent dans un secteur qu'on appelle des secteurs réglementés. Il y a la commission bancaire qui est là. Ok, une minute. Ok. Il y a la commission bancaire qui est là. Et toute cette pression, eux aussi, ils sont contraints de respecter un certain nombre d'exigences. Et pour terminer, on va aller sur un dernier point rapidement. Peut-être que dans les discussions, on aura le temps de revenir. Il faut promouvoir ce qu'on appelle le Start and Grow Up. Aujourd'hui, l'État a fait énormément d'efforts sur tout ce qui est start-up, création. On le fait maintenant en ligne et tout. Mais une fois que l'entreprise est créée, il faut l'accompagner. Il faut créer des mécanismes d'accompagnement, d'exonération pour pousser l'entrepreneur au-delà des 3 ans. Il faut aussi que vous, en tant que jeune entrepreneur, vous vous intéressez aussi au secteur de l'industrie. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Clovis. Merci pour cette intervention. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Marie-Lucienne, vous qui avez une très belle expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat digital, vous parlez aujourd'hui même au nom de l'UNICEF. Nous avons Clovis parlait tout à l'heure d'effectuation. On pense aussi que la pratique, ça fait partie de l'effectuation. Donc, quelle est votre expérience en 5-7 minutes? Et on aura l'occasion forcément de revenir sur les questions. Quelle est votre expérience que vous voulez partager avec tous ces jeunes-là? D'accord. Alors, merci, Monsieur Akilas. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers panélistes. Je suis Marie-Lucienne Nguesson. Je suis Miss 2.0 2020, autrement dit ambassadrice nationale du leadership féminin. Et à côté de cela, je suis informaticienne, donc consultante formatrice sur des thématiques liées au digital. Aujourd'hui, j'interviens en tant que jeune championne de l'UNICEF. Et à côté de cela, je suis la fondatrice du Centre Marie Lumière qui initie le Digital au Féminin Tour, qui consiste à sillonner la Côte d'Ivoire pour donner l'envie aux jeunes filles de s'impliquer, de tirer profit du numérique. Alors, mon histoire, sinon mon expérience avec l'entrepreneuriat digital commence déjà après le BTS. Donc, après mon bac D, je décide de faire l'informatique développement d'applications
parce que j'ai entendu dire que ce domaine était réservé qu'aux hommes. C'était des stéréotypes que j'entendais. Et également parce que j'avais une passion pour les technologies. Donc après mon BTS, j'avais l'envie de continuer les études pour avoir le diplôme d'ingénieur à l'âge de 22 ans. J'ai eu le BTS à l'âge de 19 ans, je crois. Mais à cette époque, il n'y avait pas les moyens qu'il fallait pour pouvoir payer les études d'ingénieur. Du coup, ce que je fais, c'est qu'avec des amis, on réfléchit et on se dit pourquoi ne pas chercher à entreprendre, mettre en place un système pour concevoir des plateformes pour des particuliers, de sorte à pouvoir se faire de l'argent pour financer la suite de nos études. Donc, je suis originaire de la ville de Boaké, j'étais dans cette ville-là, et on s'est dit, plutôt que d'aller peut-être vers les grandes entreprises, on pourrait aller vers les petites entreprises qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin d'avoir un site web, mais qui n'ont pas forcément les grands moyens. Et comme nous sommes jeunes, nous venons de commencer, on peut leur proposer nos services. Donc, c'est dans ce élan-là que j'ai commencé ce travail-là, je dirais, avec des amis à Boaké, jusqu'à ce que je sois sélectionnée pour intégrer l'Orange Digital Academy de Orange Côte d'Ivoire. Désolée pour la publicité. Donc, je suis sélectionnée parmi les 6000 personnes qui ont postulé. Je suis parmi les 20 qui intègrent la première cohorte de 6 mois de formation où on a reçu des formations en gestion de projet et en programmation. Donc, après cette formation-là, à vrai dire, j'ai toujours pensé entrepreneuriat depuis très jeune, mais je ne savais pas encore comment me lancer en tant que tel. C'est vrai qu'avec des amis, on avait commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'avais pas forcément tout ce qu'il fallait pour pouvoir me lancer encore plus. Donc, comment je fais? Je commence à me former, je participe à ce genre d'événements, je participe à des formations sur l'entrepreneuriat et je continue encore à me former dans mon domaine pour avoir encore plus d'expérience. Parce que c'est important quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat d'être formé pour que les gens puissent vous respecter, pour que les gens puissent vous faire confiance et vous proposer leurs services. Donc, j'ai continué dans cet élan-là, j'ai travaillé dans d'autres entreprises jusqu'à ce que je participe au concours Miss 2.0 qui va en quelque sorte booster ma vision dans l'entrepreneuriat. Donc, quand je gagne le concours, déjà, le projet que j'ai présenté pendant le concours est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire la plupart de ce que je fais. Donc, je présente un projet de formation au métier du digital. Je me suis dit quoi? Moi, je suis passionnée des technologies et j'ai eu la chance d'avoir la bonne information. J'ai eu le courage de ne pas me laisser limiter par les stéréotypes qui me faisaient croire que le domaine était réservé aux hommes. Mais j'ai remarqué que l'inégalité entre le genre féminin et masculin est encore très grand en ce qui concerne le domaine des technologies. Donc, je me dis, comme projet entrepreneurial, ce que je vais faire, c'est de donner l'envie aux jeunes filles, de leur faire comprendre en fait que ce domaine ne leur est pas inaccessible, qu'elles peuvent aussi se former et exceller dans ce domaine-là. Donc, c'est dans ce élan-là que je mets en place le Centre Marée de Lumière. Et toujours dans cette vision, la vision du centre, en fait, c'est de pouvoir faire des formations de manière permanente pour pouvoir donner vraiment les âmes qu'il faut à ces jeunes filles-là, soit pour entreprendre ou encore pour s'insérer dans une entreprise. Mais comme M. Clovis l'a dit tout à l'heure, il faut commencer avec ce que vous avez. La vision que j'ai, c'est une grande vision, construire un centre, mettre en place l'équipement qu'il faut. Les moyens ne sont pas forcément réunis maintenant. Donc, à partir de là, une idée me vient en tête. Je me dis, je peux commencer avec ce que j'ai là maintenant. Et c'est de là qu'est né le Digital au Féminin Tour. Donc, avec le Digital au Féminin Tour, on n'a pas besoin d'avoir un local. Mais ce qu'on fait, c'est que chaque 2 mois, on sillonne la Côte d'Ivoire. On sélectionne une ville de l'intérieur du pays. Et pourquoi les villes de l'intérieur du pays? Parce que je me suis également rendu compte que la plupart des opportunités étaient concentrées à Abidjan. Donc, on se dit, on va faire peut-être des formations à Abidjan, mais commençons dans ces villes-là où le besoin est vraiment présent. Donc, cette idée me vient en tête, Digital au Féminin Tour, et j'ai eu l'occasion une fois de présenter ce projet-là dans une cuisine de manière inopportune, je dirais, à l'un des managers de l'Orange Digital Center où j'ai fait ma formation, et ils me disent, dans 1 semaine, viens pour présenter ton projet, pour qu'on voit comment on peut t'accompagner. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, soyez toujours prêts. Ayez votre idée assez claire en tête. Soyez capable de présenter votre idée, votre projet à n'importe qui, à n'importe quel moment. Ne pensez pas qu'il y aura forcément un moment favorable où on vous dira « c'est le moment du pitch, viens pitcher ». Tu peux être dans un ascenseur où tu vas croiser quelqu'un qui est capable de financer ton projet. Mais si tu n'es pas prêt à présenter ce projet-là, ça serait un peu compliqué pour toi de pouvoir convaincre la personne.
Donc, comme je le disais tantôt, c'est dans une cuisine que j'ai présenté le digital au féminin tout. Je le dis souvent et j'explique cette anecdote-là. Et donc, quand j'ai présenté brièvement ce projet, on m'a demandé de venir une semaine après pour faire maintenant un vrai pitch. Et quand j'ai présenté le projet à Laurent Digital Center, ils ont accepté de m'accompagner. Donc, depuis le mois d'août 2021, on a déjà sillonné 5 villes de la Côte d'Ivoire, notamment Boaké, Korogo, Mans, San Pedro, Yamoussoukro. Et la semaine prochaine, nous serons dans la ville d'Abengourou, où 50 autres jeunes filles vont bénéficier de nos formations. Donc, quand on va dans une ville pendant 5 jours à temps plein, les 50 filles qui sont sélectionnées vont bénéficier de formations vraiment pratiques avec des intervenants de qualité que nous déplaçons d'Abidjan vers la ville en question. Et donc, voilà un peu ce que je fais en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et même si à côté de cela, je suis freelance et consultante pour une organisation internationale et consultante formatrice aussi pour des particuliers. Ce que je veux que vous reteniez en fait, c'est que quand vous voulez vous lancer dans un projet, déjà, il faut que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez faire. Et il faut être aussi résilient. Tout ne sera pas facile dès le départ et tous les moyens ne seront pas réunis dès le départ. Mais c'est à vous de vous former, de vous préparer à pouvoir vous lancer quand le moment sera venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Lucienne. Merci, excellent témoignage. Moi, j'ai tout de suite une question pour Ayouba. On va mettre le pied dans le plat. Un des avantages du Carrefour Jeunesse du FEMUA, c'est qu'on est entre nous jeunes, donc on peut se parler cash. Ayouba, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde n'aura pas un job, mais c'est notre responsabilité d'aller à la recherche de l'information, de la formation pour pouvoir shifter là où il faut. Et c'est là qu'on parle de reconversion. De ta position, je vais dire, d'une personne qui travaille pour l'administration ivoirienne ou pour l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi de jeunes qui a une très grande expérience dans le domaine et associatif et même de l'entreprise. On voudrait avoir ton regard sur comment est-ce que celui qui veut devenir entrepreneur se reconvertit et celui qui veut laisser ces questions d'entrepreneuriat là pour aller travailler, il se reconvertit. Petite anecdote, je travaille pour une organisation qui accompagne justement les entrepreneurs et on m'avait demandé de parler de 10 idées reçues sur l'entrepreneuriat. Et à la fin de la formation, il y a un qui est venu me demander le lien pour le concours de la fonction publique. Donc, pour dire qu'il a vu que ce n'était pas fait pour lui. Donc, on va prendre l'expérience de Ayouba et puis aussi ses conseils. Merci Ayouba. D'accord. Merci Akilas. Bonsoir à tous. Je pense que ta question a déjà une base de réponse au niveau de mes deux premiers prédécesseurs. J'ai entendu formation sur la première règle au niveau du premier panéliste. J'ai entendu une formation au niveau de Marie. Tu as parlé de reconversion. La reconversion, c'est quoi d'abord? Parce que ce qu'il faut savoir, vous avez deux types de reconversion. Je vais aller directement, Akilas a dit, je suis Ayouba Koulibaly, je suis à l'agence emploi jeune, je suis en charge de la reconversion et de la requalification. Je suis aussi coordonnateur des équipes projets bailleurs, donc CDD, PGDEC, tout ce qui concerne mise en stage sur ces projets. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut savoir que les structures d'État gèrent à la fois le flux et le stock. C'est-à-dire quoi? Vous avez un stock de jeunes qui sont sortis du système scolaire avec des niveaux scolaires élevés, donc diplômés qui sont à la recherche d'emploi. Et vous avez tous ceux qui arrivent avec des diplômes qui arrivent. Vous avez une troisième catégorie qu'on appelle les NEET. Donc, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas fait de formation et puis ils n'ont pas d'emploi. Et donc, ces personnes-là, pour la plupart, ont deux options. Soit elles décident d'entreprendre, donc de faire une requalification. Donc, on parle de requalification professionnelle. C'est-à-dire, je suis diplômé de droit, je décide de passer à une autre étape de formation, donc je fais une requalification professionnelle. Ou bien, je suis quelqu'un, j'ai un job et puis je décide de me reconvertir. Donc, j'ai bossé 10 ans pour une entreprise, je vais devenir entrepreneur. C'est ce qu'on voit souvent. Des gens qui ont été dans des emplois, souvent les entrepreneurs à succès, c'est des gens qui ont tout lâché d'un job et qui ont basculé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour se reconvertir, il faut prendre une décision. À quel moment je décide? Les deux premiers panélistes ont parlé de deux éléments essentiels. La connaissance, l'information, la formation. Quand je décide de devenir entrepreneur, à quel moment?
Est-ce que je décide quand ça devient un effet de mode, comme on le voit, hein, j'appelle ça souvent la dictature du financement, où tout le monde veut avoir un financement, tout le monde veut être entrepreneur. Et puis, donc, à quel moment on décide? Parce que c'est la mode, tout le monde entreprend, tout le monde prend 5 000, tout le monde veut être chef d'entreprise. Ou bien je décide par vocation. Quelles que soient les deux options, il faut se former. Parce qu'on le dit, la connaissance est la base de l'action. Donc, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas agir. Donc, si vous décidez d'entreprendre, vous avez obligatoirement ce temps d'apprentissage. Donc, vous devez apprendre le métier, apprendre le secteur. Si vous décidez de vendre des habits, vous devez connaître les habits. Si vous décidez de vendre des pains, vous devez savoir ce que c'est qu'un pain, ce que c'est qu'un pain wax, ce que c'est qu'un pain woodin. Vous devez connaître, apprendre, vous former. Quand vous finissez de vous former, vous devez aussi apprendre les bases réglementaires qui encadrent le domaine dans lequel vous devez vous lancer. C'est-à-dire, l'État a déjà tout codifié. Donc, il y a des textes qui encadrent tout. Si je veux me lancer dans l'agriculture, si vous demandez Daniel le dernier code, il vous dira tous les textes sur l'agriculture. Il connaît tout. Il est calé. Si vous parlez des dernières technologies, des OGM, il vous dira tout. Il a tout appris. Donc, parce qu'il est incollable, donc il peut mieux entreprendre dans le domaine. Il connaît les failles, il connaît les forces, les faiblesses du domaine. Il a fait une bonne analyse du domaine. Si vous décidez d'être entrepreneur aussi, ça veut dire que vous avez décidé d'être le patron. Mais quand on décide d'être le patron, il faut avoir des aptitudes managériales. Or, un manager, il lui faut des compétences émotionnelles solides. Akilas est là, il pourra en dire là-dessus. Mais il y a ce qu'on appelle les 4 compétences clés du 21e siècle. C'est indispensable, il faut que vous l'ayez. La communication, la créativité, l'esprit critique, l'intelligence collective. Quand vous décidez de vous lancer, vous devez avoir ces 4 compétences, obligatoirement. Parce que si vous décidez de vous reconvertir, vous devez avoir des bases. Et quand vous avez ces 4 compétences, vous devez avoir une bonne connaissance de l'environnement. Vous êtes dans un environnement que les experts appellent environnement VICA. C'est-à-dire que l'environnement, il est volatile, il est incertain, il est complexe et il est ambigu. Parce qu'aujourd'hui, je me lance en 2019, en 2020, j'ai la COVID. L'environnement a changé. Parce que je me suis lancé par rapport à des indicateurs. Donc, est-ce que j'ai une bonne connaissance de l'environnement? Quand Clovis parlait des 10 règles, il a parlé d'information, mais l'information, c'est la prospective. La prospective, c'est imaginer le futur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait imaginer un futur souhaitable. Mais la prospective, c'est un travail des techniciens. Il y a des techniciens pour cela. Comment vous analysez le futur? Comment vous vous positionnez sur un marché? Comment vous savez que demain sera rouge, blanc ou vert? Alors, on ne se lève pas comme ça pour dire on veut être entrepreneur. Nous, à l'Agence Emploi Jeunes, c'est vrai qu'on a un gros programme d'entrepreneuriat. On a le programme Agir, donc, qui finance des jeux. On a les MPE, on a les projets structurants où on donne de gros financements. Mais la base de tout ce qu'on fait, c'est basé sur la formation. Dans mon service où on fait la reconversion, la requalification, on apprend aux gens à se donner, à avoir de nouvelles voies, à avoir de nouveaux rêves. C'est ce que je dis. Parce qu'on a des milliers de jeunes. Ici, d'autres ont décidé de faire la musique. Il a décidé de chanter, il a décidé d'être rappeur, de faire rap et voix. Et au bout de 10 ans, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Youssoumba. Hein? Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Quand il décide d'être chanteur pendant 10 ans, il a testé le milieu, il a tout fait, ça n'a pas marché. Il décide d'être footballeur, ça n'a pas marché. Il décide par exemple de faire le droit, il a fait sa maîtrise en droit et il n'arrive pas à avoir du travail. À un moment, donc c'est pourquoi on parle de décision. La reconversion, c'est la décision. En ce moment, on se dit, stop. J'ai eu ma passion, j'ai eu ma volonté, mais ça n'a pas marché. Alors, je décide d'emprunter une nouvelle voie. Cette nouvelle voie peut être l'entrepreneuriat. Alors, je décide d'emprunter une nouvelle voie, je vais vendre, je vais me lancer, je vais créer, je vais innover. Mais aussi, on peut décider d'aller sur une nouvelle qualification professionnelle. Donc, je vais apprendre un nouveau métier. C'est là que la connaissance est très importante. Si j'ai décidé d'être footballeur et qu'après 10 ans, ça ne marche pas, parce que j'avais 25 ans, j'ai coupé mon âge, je suis revenu à 18 ans. J'ai repris encore 3 ans après, j'ai recoupé encore, je suis revenu à 18 ans. Après 3 fois, ça ne tient pas. Alors on décide de changer de voie, de perspective. On peut décider de se reconvertir, mais il faut avoir une bonne connaissance du milieu.
On peut passer de footballeur à kinésithérapeute, à masseur professionnel. Mais vous êtes toujours dans le milieu du sport. Vous n'avez pas abandonné votre rêve, mais vous transformez votre rêve en autre chose. Vous décidez de faire la musique, ça n'a pas marché. Mais vous regardez l'environnement. L'environnement dit quoi? À chaque fois qu'un artiste a besoin de faire un concert, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des sponsors. Alors j'ai créé mon entreprise de mise en relation entre artistes et sponsors. Parce que j'ai essayé de chanter, ça n'a pas marché. Alors je me donne de nouvelles idées. C'est ça la reconversion. Parce qu'à un moment, il faut apprendre à décider. Vous allez souvent vous dire, bon, j'aurai mon moment de traverser du désert. Mais ceux qui meurent dans le désert sont plus nombreux que ceux qui traversent le désert. Assalfo a traversé le désert, mais tout le monde n'a pas la même chance qu'Assalfo. Parce que, à un moment, sûrement, il s'est dit qu'il fallait arrêter. Mais il y a l'effet divin aussi. Mais tout le monde n'aura pas ça. Donc vous pouvez vous dire, oui, Magic System a traversé le désert, donc moi aussi je vais traverser le désert. Mais ceux qui meurent dans le désert sont nombreux. Hein? Donc si vous ne prenez pas la bonne décision, vous allez mourir dans le désert. C'est en ce moment que la reconversion se présente à vous comme une nouvelle voie pour ne pas mourir dans le désert. Parce que vous n'allez pas avoir forcément cette chance où l'arrangeur va oublier sa souris au studio, il va revenir trouver Assalfo et ses amis couchés sur un banc, il va leur dire, bon, rentrez, placez la voix à Assalfo qui est malade, qui place premier gaou d'une seule prise, et puis c'est le succès. Vous n'allez pas forcément avoir cette chance, parce qu'il y a une main divine là-dessus. Mais à un moment, il faut, quand on fait ses études, quand on fait des études en gestion commerciale, en management, en droit, en sciences politiques, et qu'à un moment on a cherché du travail dans ce domaine, que ça ne va pas, on décide d'emprunter une autre voie. Et c'est là que l'expérience de toutes ces personnes autour de la table, c'est-à-dire l'expérience, la connaissance théorique de tout ce que développe Audace Institute, c'est là que ces structures vous servent, avec ces études, pour que vous ayez une bonne connaissance de l'environnement. C'est là qu'elle va vous servir, parce qu'elle a appris le digital qui est un outil incontournable. C'est là que Fofana va vous servir, parce qu'il a testé pendant la Covid, peut-être qu'il partagera l'expérience. Il a pu se positionner aussi sur d'autres aspects. Et là où tous les entrepreneurs coulaient, lui aussi, il a pu faire du chiffre pendant cette période. C'est là que Daniel va vous parler d'un certain domaine que les gens négligeaient et tout le monde voyait les agriculteurs comme des personnes à rejeter. Mais regardez Daniel, mais il est agriculteur. Quand tu le vois, tu as envie de faire l'agriculture, tu as envie d'aller au champ. Hein? C'est un agriculteur 2.0, il donne envie de faire la chose. Donc c'est en ce moment que l'expérience de toutes ces personnes, hein, ces expériences vont vous servir. Alors quand vous décidez de prendre la décision, informez-vous, formez-vous, rapprochez-vous de ceux qui ont déjà vécu des expériences et lancez-vous. Quand vous vous lancez, allez-y, allez-y, il y aura des moments de difficulté, mais vous devez savoir que l'État est là. L'État est là avec ses structures, avec sa complexité, parce que l'État, ce n'est pas facile, avec sa complexité, mais l'État est là aussi pour vous apporter l'aide gratuitement, parce que les services de l'État sont gratuits. Au niveau de l'agence emploi jeune, tous nos services sont gratuits. Vous pouvez vous appuyer, quand vous n'avez rien, sur ces services de base pour décoller, et puis après, vous pourrez voir de grosses banques pour mobiliser de grandes ressources, mais vous pourrez vous appuyer toujours sur les ressources de l'État au début pour pouvoir avoir de la formation gratuitement, pour pouvoir avoir des financements, et puis après, vous allez développer votre business comme vous le voulez. Je vous remercie. Merci Ayuba, merci beaucoup. En si peu de temps, beaucoup de profondeur. Tous ceux qui meurent dans le désert sont plus nombreux que ceux qui traversent le désert. Oui, on va passer la parole à Daniel. On va passer la parole à Daniel et terminer par Mohamed. Daniel, comment est-ce qu'on passe? Je le disais lors du briefing. Comment est-ce qu'on passe aux yeux des gens, de l'éleveur de porc à ce agripreneur-là qui a su hisser ce secteur-là, faire respecter ce secteur-là, laver ce secteur et le faire briller. On a besoin de savoir ça. Déjà, Akilas, deux choses. Ce que je voulais dire, c'est que je suis même pas passé de l'éleveur à autre chose. Je suis resté l'éleveur. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai aimé ta présentation parfois, parce que généralement, je suis gêné qu'on ne veuille pas dire que je suis éleveur et qu'on veut trouver des synonymes au métier qu'on fait. Moi, je suis paysan. Je vous le dire, je l'assume, je suis paysan.
Et c'est un choix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai envie de vous féliciter d'être là ce soir, parce que vous avez choisi d'être là. Vous avez choisi de vous priver de d'autres choses que vous auriez dû être en train de faire ce soir pour être là. Et le choix n'est pas toujours facile. Le choix va souvent avec des compromissions, avec des renonciations, mais il faut toujours partir d'un choix. Et tous ceux qui choisissent méritent d'être félicités. Mais en même temps, vous félicitant d'être là, je m'écoeure du fait que vous retrouvez, le fait de choisir, ça vous positionne à un carrefour difficile. Il est important qu'on vous le précise. Il y a 5 ans, quand je débutais mon parcours, j'allais tous les midis voir mon mentor au bureau. Et puis souvent, je rentre, je lui dis, mentor, est-ce que tu penses que ça va marcher? Est-ce que je vais devenir l'entrepreneur, le plus gros entrepreneur agricole de la Côte d'Ivoire? C'était ça le rêve. Et quand je finis de lui dire ça, il me dit, Daniel, calme-toi. Calme-toi parce que ça ne va pas marcher. Au départ, il se contentait de me dire, calme-toi parce que ça ne va pas marcher. À un moment, j'ai arrêté d'aller le voir tout le temps parce qu'il me disait que ça n'allait pas marcher. Mais en même temps, il me dit jamais d'arrêter. Et une fois, je suis allé, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu me dis que ça ne va pas marcher? Il dit, ça ne va pas marcher parce que tu me dis, est-ce que tu vas devenir? Mais tu ne peux pas devenir tout seul. Ça ne va pas marcher tant que tu penses que tu vas le faire seul, ça ne va pas marcher. Parce que tous les succès se font de façon collective. Il a changé beaucoup de choses dans ma tête ce jour-là. Et j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, une chose est de vouloir avoir son rêve fou, et une autre est de créer le cadre pour permettre à ce que ce rêve voit le jour un jour. C'est bien de le noter. Moi, quand j'ai fini mes études et que j'avais envie de me lancer, je voulais trouver un secteur qui ait du sens. C'est pourquoi ce soir, je voulais vous dire, si pour vous, le choix de devenir entrepreneur, c'est d'avoir beaucoup d'argent, aller travailler pour quelqu'un ou aller passer un concours. Parce que je vous assure que ce n'est pas 3 ans, 4 ans, 5 ans après que vous allez avoir de l'argent dans l'entrepreneuriat, surtout en Afrique. Et je pense que mon aîné va revenir dessus. Il a beaucoup plus d'expérience dessus. Moi, je suis qu'un jeune entrepreneur. J'ai à peine 4-5 ans dans le métier. Mais je ne pense pas avoir rencontré un entrepreneur qui m'a dit qu'il s'est lancé pour se faire beaucoup d'argent. Et il est resté dedans longtemps. Si la raison pour laquelle vous voulez faire votre business, c'est de se faire beaucoup d'argent tout de suite, allez faire un business, devenez un homme d'affaires. Parce qu'en réalité, dans ce milieu-là, ce qui vous permet de continuer, c'est la raison. La raison pour laquelle vous vous lancez. C'est ce qui vous permet d'avancer. Ce qui vous permet de faire face aux difficultés, c'est la raison. Donc, si cette raison pour laquelle vous vous engagez, elle n'est pas plus que vos petits problèmes d'argent d'aujourd'hui, ce n'est pas sûr que vous restez dans ce milieu pendant 5 ans, pendant 3 ans. C'est-à-dire ce que vous appelez la vallée de la mort, 3 ans, vous n'êtes pas sûr de la passer. Donc moi, j'avais envie de me lancer dans un secteur. Je pense que c'est 1 an après qu'on a finalement choisi le secteur porcin. Pour beaucoup de raisons, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est la stratégie de l'entreprise. Mais quand on voulait décoller, on a fait financer une étude par un gros cabinet de la place. Et à la fin, quand on nous a envoyé le résultat de l'étude, c'était mis clairement qu'on ne devait pas faire cet investissement-là. Parce que c'était trop risqué, parce que ça n'allait pas marcher. C'était une très bonne étude, c'était une étude scientifique. J'ai lu l'étude pendant 1 semaine. Je veux dire que chaque matin, je me levais pour lire, pour trouver la faille. Parce que je refusais d'accepter que l'étude me disait de ne pas me lancer. Généralement, quand tu fais une étude, le technicien te dit voilà les difficultés, mais il faut aller, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Pour nous, dans notre cas, l'étude était très claire, on ne devait pas y aller. On ne devait pas y aller parce que nous, on était sur un secteur où le monopole était fort et la stratégie nationale était orientée vers l'importation. C'est-à-dire que les producteurs locaux n'étaient pas suffisamment protégés. Et vu que les producteurs locaux ne pouvaient pas satisfaire la demande locale, l'approche nationale était d'encourager l'importation. Donc l'importateur était beaucoup plus protégé que le producteur national.
Je vous donne 2 chiffres. La filière porcine. La Côte d'Ivoire produit 13% de sa consommation et importe 87%, donc 77%. 87%, c'est ça. Donc, importe 87%. C'est énorme. Donc, 800 000 tonnes par an. Donc, aucun système ne peut protéger les locaux dans ce contexte-là parce que le gap était tellement important, il faut satisfaire la consommation nationale. Et le système était de telle sorte que, je vais vous parler un peu de la géopolitique. La géopolitique agricole derrière ce système était tellement puissant que c'était facile pour l'importateur d'inventer une grippe porcine nationale et faire abattre tous les porcs pour faire entrer un conteneur qui est au port. Celui qui a fait l'étude, il connaissait le système. Et il le maîtrisait tellement bien qu'il a été honnête avec nous, parce que c'était d'ailleurs un cabinet français qui l'a fait, qu'il nous a dit « n'y allez pas, vous êtes trop petit pour faire face au système qui est en face ». Il avait raison. Et je suis rentré à la maison. Une semaine après, je suis allé un lundi au bureau. Toute l'équipe savait qu'on ne devait pas y aller. J'ai réuni tout le monde et je leur ai dit, on y va quand même. Et j'ai un ami d'enfance qui est mon proche collaborateur. Après la réunion, il est revenu tout seul dans mon bureau. Il a fermé le bureau et puis il m'a dit, mais écoute, tu dis on fait quoi au juste? Je lui dis, on y va. Et puis on passe en revue tous les risques. Et puis il dit, mais on fait comment? Je lui dis, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, cette étude vient de changer notre modèle économique. On partage les risques. C'est à partir de cet instant, parce que l'idée originelle, c'est qu'on devait créer une grande ferme de porcs à l'ouest du pays où on devait avoir 10 000 têtes. C'était ça la stratégie. Mais quand j'ai fini de lire le projet, 10 000 têtes, si on a une peste porcine, on perd tout, on ne peut plus se relever. Donc j'ai dit à mon collaborateur, en fait, ce qu'on va faire, on va juste partager les risques. Donc on ne crée pas de ferme, on va encourager les gens à créer des fermes. Vu qu'on veut 10 000 têtes, on va encourager 100 jeunes à créer 100 fermes, chacun aura 100 têtes et nous on aura nos 10 000 têtes à distribuer parce que l'objectif c'est de faire de la distribution. Aujourd'hui on fait de la distribution. On a partagé ce risque en laissant d'autres personnes le supporter et permettre à l'entreprise de continuer d'avancer. Pour vous dire que pour moi, pour répondre à la question d'Aquilas, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez faire le pas, vous devez être capable de sortir de la case et de réfléchir autrement. Ce que j'appelle réfléchir en dehors de la boîte. Vous avez certainement tous jeunes joué ce même jeu que moi, où il fallait aligner des carreaux, aligner des points dans un carreau. La seule façon de réussir ça, c'était de pouvoir prolonger le trait sorti de la case. Parce que tant que vous ne sortez pas de la case, vous ne pouvez pas réussir ce jeu. C'est pareil. Il y a tellement d'idées reçues dans notre écosystème. Non, l'État n'accompagne pas. Non, il n'y a pas de financement. J'ai aussi été bombardé de cela. Je pense qu'il y a 2 ans, j'avais envie de soumissionner à un programme à l'Agence Emploi Jeunes. Et puis, tout le monde disait, mais écoute, Daniel, si tu n'es pas RHDP, ça ne va pas passer. Il faut chercher à prendre ta carte de parti. J'ai entendu ça. Et puis, ce programme-là, l'Agence Emploi Jeunes devait donner 1 million aux jeunes. 1 million, c'était ça le budget maximum. Et quand on a rédigé notre besoin, parce qu'on devait partager les risques, on a dit, bon, on n'a pas d'argent, il faut accompagner des jeunes pour qu'ils créent des fermes pour nous. Là, s'il y a des mortalités, c'est chez eux, nous, on ne supporte pas ces risques-là. Mais il faut de l'argent pour les accompagner. Donc, je monte le projet structurant. Et finalement, on nous dit, l'agence finance que 1 million, notre projet faisait 49 millions. On est allé déposer quand même. J'ai déposé, et je ne suis même pas venu déposer à Abidjan, je l'ai déposé à Mans. Déjà très loin du système, pas jamais sûr que ça arrive au ministre. Un jour, le directeur de l'agence de Mans m'appelle pour me dire, on a reçu un projet pour vous, on a dit que l'appel, le budget maximum est de 1 million, vous avez déposé un projet de 49 millions. Je lui ai dit, oui, il faut l'inscrire dans le cadre d'un projet structurant. Et puis, il m'appelle, je vais à son bureau et on discute du projet. Et puis il me dit, bon, je vais être honnête avec toi, les projets structurants, là, ça me dépasse. Il faut que ça monte à Abidjan, moi, je ne peux pas décider. Je lui dis, OK, il faut mettre dans le circuit. Et il met dans le circuit. On était en 2018. Fin 2019, donc 1 an après, mon téléphone sonne, on m'appelle de Treichville pour me dire, écoute, on a reçu un projet de vous, c'est arrivé dans nos locaux, 1 an après. Mais on a analysé le projet, mais on voulait vous recevoir pour discuter avec vous en face d'un panel. Donc, on était en avril 2019.
Je suis allé, il y avait un grand panel. Je pense qu'ils m'ont mis dans une salle avec tous les chefs de service de l'agence emploi jeune et je devais défendre le projet structurant. 2 heures d'échange et puis après, je suis sorti. En juillet 2019, donc 6 mois après, 6 mois après, je reçois un mail me disant que le projet a été réétudié et que l'agence est intéressée à accompagner le projet. Mais il faut qu'on leur trouve des garanties parce que l'entreprise n'a pas de garantie, c'est une entreprise individuelle, nous ne sommes pas éligibles et la crédibilité n'y est pas. Et j'ai répondu à la dame, je lui ai dit, je veux une autre édition, je veux lui démontrer de ma crédibilité. Et il y a eu une deuxième réunion. Je suis allé à la réunion avec tous les armes possibles pour convaincre l'agence qu'ils avaient tout à fait intérêt à m'accompagner sur le projet. Le projet a été financé dans sa totalité. Je n'ai pas eu besoin d'aller prendre ma carte de parti. Je pense que la première fois où moi j'ai rencontré le ministre, c'était quand il me remettait le chèque, parce que les chèques à ce montant-là, c'est le ministre qui devait le remettre lui-même. Donc, toute ma vie, je suis quelqu'un qui ne marche pas dans la case. C'est-à-dire, quand on me dit que ce n'est pas possible, je vais trouver la raison pour laquelle ce n'est pas possible et trouver la faille. Donc, si vous voulez rester dans le système classique des idées reçues, je pense que vous serez de ceux qui mourront avec leurs petites passions, leurs rêves, leurs talents. Je vous assure qu'on est tellement de jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire que ce n'est pas sûr que même un génie au pouvoir ne peut pas trouver l'emploi pour tout le monde. Je suis d'accord, même un génie au pouvoir, même un génie au ministère de la Jeunesse, je ne pense pas qu'il soit capable de caser tout le monde. Mais chacun, avec de notre position, si nous sommes capables de réfléchir autrement, je vous assure que vous pouvez trouver les solutions à vos problèmes de maintenant. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que lorsque vous réfléchissez, je vais bien vous dire cette phrase-là. Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout problème. Mais lorsqu'on pense négativement, on trouve les problèmes partout. Donc parfois, il faut se donner juste l'opportunité de sortir de la négativité. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est l'idée de pouvoir investir en soi. Beaucoup de personnes sont revenues là-dessus. L'investissement le plus important, c'est l'investissement que vous faites sur vous-même. Ce n'est pas l'investissement dans votre projet. L'investissement dans votre projet, ça vient après. Très souvent, quand je discute avec les gens, on a l'habitude de me dire, beaucoup pensent que je suis ingénieur agronome. J'ai fait un master en agroéconomie. Je ne suis pas agronome de formation. Mais je ne connais pas un seul sujet agronomique sur lequel je ne serais pas capable de donner mon avis. Que ce soit sur des questions aussi transversales possibles. Et je le fais souvent, je me donne la possibilité d'aller discuter souvent avec des enseignants-chercheurs qui sont pointus sur des thématiques pour essayer de tester mes propres capacités, mes propres connaissances sur ces sujets-là. Parce que ce n'est pas possible d'investir dans un secteur où vous n'êtes pas capable de maîtriser le secteur de façon transversale. Donc le premier investissement, c'est l'investissement en vous-même. Si vous voulez investir, vous voulez être, je veux dire quoi, avoir une entreprise dans le transport. Ce n'est pas possible que tu puisses avoir une entreprise dans le transport si toi-même tu n'as jamais conduit un taxi. Souvent, c'est des erreurs que beaucoup d'entre nous ont fait. Et moi-même, j'ai fait cette erreur. Je pense qu'il y a 3 ans, on a créé une exploitation de bananes à Mbayakro. Et tu t'imagines des agronomes qui font un investissement et qui ne sont jamais arrivés là-bas. Donc, on était assis ici à Abidjan. J'étais avec un ami que vous connaissez bien, Baka Karim, qui fait de l'agriculture avec les drones. Lui aussi, il venait d'arriver nouvellement du Canada. Donc, on a mis un fonds ensemble, on a créé une unité. On devait faire une dizaine d'hectares de bananes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une parcelle sur 10 ans. On a pris un technicien qu'on a envoyé là-bas et depuis Abidjan, on suivait les travaux. On a fait les pépinières, on a semé, on a fait le repiquage et 3 mois après, le technicien nous appelle un matin pour nous dire « Ah, patron, on a tout perdu. » Et c'est là, on est paniqué, on prend la voiture, on va sur le terrain. L'exploitation était inondée avec 1 mètre de hauteur d'eau pendant 3 jours. Donc tous les vivoplans de bananes qui étaient là sont tous morts. Mais simplement parce que l'espace qu'on a loué était un passage d'eau. On n'a pas eu le temps d'aller sur le terrain pour analyser, bien maîtriser les circonstances. Là où on a envie de faire notre investissement, on était assis à Abidjan, on a envoyé de l'argent. Et pour des agronomes qui s'associent, parce que lui, il est purement ingénieur agronome,
Donc, pour des gens qui s'associent, on n'a pas eu le temps nous-mêmes de faire ce travail-là. On a perdu un investissement important. Et bien de fois, on décide d'investir dans un secteur sans prendre le temps de faire l'investissement en soi. Donc, c'est lui de faire l'étude qu'il faut, l'analyse qu'il faut, la maîtrise soi-même de l'activité et tout. Donc, c'est très important. La dernière chose que j'ai envie de partager avec vous pour laisser mon aîné prendre le relais, c'est celui de pouvoir se préparer à l'échec. Je suis désolé, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous aurez souhaité qu'on vous partage des choses positives ce soir. Mais je ne suis pas sûr que devenir entrepreneur sera fait pour vous sans moment d'échec. Donc, si vous n'êtes pas préparé à l'échec et vous pensez que tout sera positif, vous allez être déçu. Tous les jours dans ce milieu, on échoue tout le temps. C'est un moment d'échec perpétuel. Mais c'est l'état d'esprit avec lequel vous vous engagez, c'est celui qui vous permet d'aller de l'avant. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez-vous une journée où vous partez à la ferme et pour une mauvaise formulation d'aliments, vous perdez une dizaine de bêtes qui étaient déjà gestantes. Et le même soir, vous êtes déjà dessus, vous sortez de la ferme, vous rentrez à la maison, il y a une coupure de courant à votre unité de stockage et tout le stock de viande que vous aviez dans votre chambre froide, vous l'avez tout perdu. Ça fait deux coups chauds, vous sortez du bureau le soir avec ces deux problèmes majeurs, vous arrivez à la maison, vous êtes prêt à vous coucher, votre téléphone sonne et on vous dit que le gars qui devait vous payer votre chèque le lendemain, là, il ne pourra plus le payer parce que pourtant vous avez déjà prévu payer votre loyer, vous terminez la journée comme ça. Si vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut, vous allez commencer à dire que c'est des sorciers, vous allez commencer à trouver la faille à quelque part, vous risquez de ne... Je ne suis pas sûr que vous allez vous réveiller le lendemain en meilleur état. Par contre, si vous avez l'état d'esprit positif, je vous ai pris un cas pratique que moi je vis le jour. Si vous avez l'état d'esprit de l'entrepreneur positif, ce que vous aurez comme réaction le lendemain, c'est que, écoute, je ferai plus attention pour ne plus me tromper sur la formulation de l'aliment. La deuxième réaction que vous aurez, c'est qu'au lieu de rester connecté sur le courant et être victime de coupures perpétuelles, je vais essayer d'être sur un système hybride, avoir une autre source d'électricité, de sorte que dès que le courant est coupé, je prends le relais pour ne plus avoir de perte. Donc, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Donc, je suis revenu sur trois choses. La première des choses, je l'ai dit, vous devez être capable d'être... c'était quoi déjà? L'état d'esprit. Sortez de la case. Réfléchissez en dehors de la boîte. La deuxième chose, vous devez investir en vous-même. C'est l'investissement le plus important. Et la dernière chose, vous devez avoir un état d'esprit positif. C'est quelques éléments que j'avais envie de partager avec vous. Parce qu'en même temps, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à devenir entrepreneur. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. C'est un mode de vie, devenir entrepreneur. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'on doit vraiment encourager tout le monde à devenir entrepreneur. Mais on peut vous partager notre parcours qui peut vous inspirer, vous donner quelques clés. Mais je fais vraiment partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à devenir entrepreneur. On vous apprend des codes, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un mode de vie. Merci Daniel. Très, très inspirant comme partage d'expérience. On va terminer avec le grand frère Mohamed Fofana que je remercie encore une fois de plus. Je ne le présenterai pas seulement comme un entrepreneur, mais comme un mécène pour beaucoup de jeunes entrepreneurs. Je peux témoigner. Il est vraiment dans le partage, Je pense que c'est le moment de vraiment profiter de tout ce qu'il va partager avec vous. Grand frère, tu as toute la scène pour t'adresser à ces jeunes-là. Merci Akilas. Comment vous allez? Vous êtes fatigué? Il a dit qu'il faut avoir l'esprit vif. Hein? Vous êtes fatigué? Regardez-moi celle-là. Écoutez, avec votre permission, je vais me lever. D'accord? Déjà, moi, je voudrais qu'on puisse remercier tous les panélistes
Donc, Miss 2.0, David, mon ami de l'agence Côte d'Ivoire, agence emploi jeune, et Daniel Oulaye. Je voudrais que vous les ovationnez, s'il vous plaît. Parce que, vous savez, la chose la plus précieuse pour une personne, c'est son temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas rembourser et qu'on ne peut pas payer. Donc, lorsque des gens prennent leur temps pour venir partager leur temps, donc leur expérience avec vous, le minimum, c'est de leur donner encore des ovations, s'il vous plaît. Je tiens à remercier les organisateurs de cette plateforme. Donc, mon très cher frère Bois, tu transmettras nos salutations et notre reconnaissance à qui de droit en lui disant merci et en leur disant merci. Parce que c'est ce genre de plateforme-là qui vont permettre de créer une nouvelle jeunesse, une nouvelle mentalité, un nouveau mindset, en leur montrant des exemples et en leur donnant des conseils. Bon, moi je suis Mohamed Fofana, je suis ingénieur financier. Donc j'ai un cabinet d'ingénierie financière qui est le cabinet Sigma. Je pense que c'est à ce titre que tu m'as demandé d'intervenir aujourd'hui sur la question du financement des PME. On va faire simple, hein. Je pense qu'avant moi, ils ont tout dit. Retenez une chose. Dis à ton voisin, l'argent est la ressource la plus disponible sur la terre. Il faut savoir prendre ça avec la personne. Je n'ai pas entendu. L'argent est la ressource la plus disponible sur la terre. Il faut savoir prendre ça avec les gens. On ne fabrique pas l'eau, on fabrique l'argent. Bon, la chorale, ça suffit. On ne fabrique pas l'eau, mais on fabrique l'argent. La ressource la plus disponible sur la terre, c'est l'argent. De la même manière dont, quand moi je vais voir Oulaye à son bureau et puis me donne transport 5 000, 10 000 pour que je rentre, c'est de la même manière, quand Oulaye va voir d'autres personnes, eux lui donnent transport 5 millions, 10 millions pour qu'ils rentrent. Donc ça représente leurs 5 000, leurs 10 000. Mais ce n'est pas dans le même schéma. Ce qu'eux, ils pensent être transport, ça peut financer les projets de quelqu'un d'autre. L'argent est la ressource la plus disponible sur la terre. Mais il faut savoir prendre ça. La première chose, en matière de système de financement de PME, que vous devez savoir, on va aller de manière très synthétique et succincte. Il existe 3 types classiques de financement. Le premier type, c'est ce que j'appelle le financement participatif. Le financement participatif, c'est que Miss 2.0, elle a un projet de 1 million, elle a peut-être 200 000. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partager son projet à Akilas, à David, et puis ils vont tous voir ensemble si chacun peut avoir 200 000 pour qu'on puisse réaliser ensemble le projet de 1 million. Donc, les 5 seront des actionnaires et l'entreprise aura 5 actionnaires dont chacun aura un capital investi de 200 000. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est le financement participatif. On peut le faire avec 10 000, on peut le faire avec 100 000, on peut le faire avec 1 million. Tant qu'on peut être autant maître de l'entreprise. Sur cet événement-là, le risque principal, c'est lequel? C'est le partage de la vision. Il faudrait que ceux avec qui vous vous associez dans votre entreprise puissent partager votre vision. Parce que lorsqu'ils enlèvent leur argent pour vous donner, pour travailler avec vous, il faut que vous tous, vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc vous soyez sûr que le projet là, ce que je vois dedans, lui aussi il voit. Mais n'oubliez pas, quand vous faites votre rêve de votre entreprise, c'est vous seul qui avez rêvé. Personne ne partage le rêve de quelqu'un quand il dort. Maintenant, c'est à vous, comme ils ont dit par la formation, par tout ça, de savoir traduire votre rêve à celui qui est en face de vous, pour que quand il ferme les yeux, il rêve comme vous, il croit en vous et puis il vous donne son argent. Donc, c'est là que la formation intervient et tout ce qu'ils ont dit en amont. Donc, premier système de financement, le financement participatif. Répétez après moi, le financement participatif. On se colle un peu, on fait ensemble. Ça, c'est le premier type de financement. Le deuxième type de financement, c'est le prêt. Donc, que vous connaissez certainement. Donc, le prêt, c'est un système, c'est le plus vulgaire.
le plus vulgaire, ça dit le plus connu. J'ai besoin de 1 million. On est toujours dans le cas de 1 million. J'ai besoin de 1 million, j'ai mon projet. Je vais venir voir M. Fama pour qu'il me donne les 1 million. Bon, quand tu dis à M. Fama, donne-moi 1 million, M. Fama, donne-moi les 1 million, je parle de toi. D'accord. Donc quand tu viens dire à M. Fama, donne-moi les 1 million, mais à ce moment-là, lui, il y a 3 choses qui l'intéressent. Il n'y a que 3 éléments qui l'intéressent. Tu as besoin de combien? Tu dis 1 million. Tu me rembourses ça quand? Tu dis non, dans 6 mois. Bon, tu me rembourses ça en combien? Ah, je te rembourse ça en 1 million 100 000 ou en 1 million 200 000. Voici les 3 éléments qui intéressent votre débiteur crédit. Donc, celui chez qui, quand vous voulez prendre un crédit quelque part, voici les 3 réponses que vous devez avoir. De combien j'ai besoin? On appelle ça le besoin d'investissement. Le deuxième élément, c'est l'argent dont j'ai besoin là. Je vais rembourser ça quand? On appelle ça le RSI, le retour sur investissement. Et le troisième élément, on appelle ça le TRI, le taux de rentabilité interne. Le pourcentage, les 200 000 ou bien les 100 000 ou les 300 000 en plus là. C'est ça. Voici les 3 éléments. Après ça, on va parler des garanties. Bien évidemment. Bon, je ne vais pas me faire long, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je veux rebondir ici. Mais il y a beaucoup de choses, on ne va pas revenir dessus. Mais vous savez, l'avantage du crédit des gars d'agence emploi jeunes, là, c'est fonds souverains. Si vous prenez, vous ne remboursez pas, vous n'allez pas en prison. Allez souscrire. Moi, on ne va pas en prison, il ne faut pas blaguer les gens. On ne va pas blaguer les gens, c'est des fonds souverains. Taux d'intérêt 2-3%, c'est des fonds souverains. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Premièrement, système participatif. Deuxièmement, crédit. Bon, personnellement, moi, affaire de crédit, là, je ne suis pas dedans. Ça fait 15 ans que j'entreprends, je n'ai jamais pris crédit pour quoi que ce soit. Et par la grâce de Dieu, un peu, j'avance. Le troisième élément, qui est selon moi le plus important, c'est ce que j'appelle le réinvestissement. Répète après moi, le réinvestissement. Je n'ai pas entendu le réinvestissement. Le réinvestissement, c'est le système le plus simple. Tu as un projet de 1 million parce que tu veux, par exemple, ouvrir ton magasin de vente de foulards. Toi qui as mis foulard là, mois de carême est fini, tu mets un foulard. Tu vas nous expliquer ça après. Tu veux ouvrir un magasin de vente de foulards. Tu as besoin de 1 million. Maintenant, quand tu as besoin de 1 million, tu regardes dans ta poche, toi-même tu as 100 000. Et puis tu es assis là, tu dis non, j'attends un truc qui doit tomber là. Dès que ça tombe net, je vais lancer mon projet. Comme ils ont dit en amont, tu ne peux pas évaluer ce qui viendra, Covid, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme elle l'a dit, il faut commencer avec peu. Bon, si je voulais ouvrir un magasin avec 1 million, et puis dans mon magasin avoir 100 foulards à vendre, comme matière première. Mais j'ouvre le magasin, mais au lieu d'avoir 100 foulards, j'ai 10 foulards. Donc, je commence mon projet à l'équivalent de son capital, donc au 10%. 100 000 francs, c'est 10% de 1 million. Donc, au lieu de commencer avec 100%, je commence avec 10%. Donc, lorsque j'ai investi mes 100 000 francs dans mes 10%, ça m'a généré peut-être 120 000 francs. Les 20 000 francs là, je ne bouffe pas. Je réinvestis encore dans mon affaire. À ce moment, mon capital évolue. Je ne suis plus à 100 000 francs de foulard en stock, mais je suis à 120 000 francs de foulard en stock. Allez, je fais encore, je revends. Ça prend du temps. C'est vrai. C'est là où il a parlé de réseau. Je pense que c'est lui qui a parlé de réseau. Ça prend du temps. Tu vas devoir te faire ton réseau de distribution, tout ça. Mais au moins, tu es sûr de 2 choses. Tu es sûr que tu dois à personne. Et puis, croyez-moi, pour un entrepreneur, la paix de l'esprit, c'est important. Et deuxièmement, tu es sûr que tu es dans la vision. Donc, tu vas réinvestir comme ça à chaque fois ton argent. Donc, voici les 3 systèmes classiques de financement qui existent. Je vais répéter encore une fois. Le financement participatif, le prêt, le réinvestissement. Maintenant, sortons des théories. On est tous des jeunes, hein, comme tu l'as dit. Vous ne savez pas demander de l'argent aux gens. Si, vous ne savez pas faire ça. Vous ne savez pas demander l'argent. Je vais vous donner des codes comment on demande l'argent. Mais ne faites pas ça sur moi. Ah non, c'est la seule condition. Je vous donne les codes. Monsieur Fama est là, Akilas est là. Allez, faites ça sur. Ils vont donner, mais pas sur moi. On est d'accord?
Si on n'est pas d'accord, moi je ne vous donne pas le secret. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord ou pas? Donc je vais vous donner le secret, on est d'accord. Tout est dans la manière, ce que l'on dit, tout est dans l'approche. C'est comme quand vous voulez draguer une femme. Lui là, c'est un grand chercheur de femmes, ce gars-là, je le connais. Je le vois souvent dans mon quartier. C'est comme quand vous voulez chercher une femme. Ou qu'une femme veut draguer un homme, peu importe. Maintenant, il y a les femmes qui sont devenues autre chose. Bref. Mais tout dépend de comment tu abordes la demoiselle. Ah, bonjour madame, vous allez bien? Ah, vous êtes très belle, excusez, je peux vous arrêter 2 minutes? Ah bon, d'accord, écoutez, non, je vous vois au quartier, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je vais vous inviter à prendre un verre si vous êtes disponible. La fille, même si elle veut refuser, elle est gênée. Et tu l'as trop bien pris, quoi. Elle va te dire, bon, d'accord, j'ai pas le temps, mais je vais voir demain soir. Ah, je peux avoir votre contact pour vous relancer pour le rendez-vous? Ah oui, il n'y a pas de problème. Bon, pendant ce temps, voilà mon frère, lui vient, ah, paye sans dire quoi, tu me plains, viens ici. Bon, vous voyez qu'il y a un problème au niveau de l'approche. C'est pareil. Quand vous voulez demander de l'argent, parce que d'abord, il faut savoir que personne ne vous doit de l'argent. Quand vous venez voir des grands frères, des vieux pères, des papas, des tontons, ah bonjour papa, vraiment, moi où je suis là, vraiment, on dit ça va? Tu dis, ah non, ça va pas, hein? Où je suis là, vraiment, j'ai un problème de 300 000. Et quand le papa, le tonton, le grand frère ou le vieux père ne te donne pas, quand tu sors, lui là, il est méchant. Il est méchant. C'est son argent. Il en fait ce qu'il veut. Mais par contre, si vous changez l'approche, et moi j'ai expérimenté ça 100 000 fois, ça marche à chaque fois. Vous voulez le secret? Bon, je vous donne le secret, mais les femmes, bouchez vos oreilles. Alors, c'est simple. Imaginez-vous, quand tu appelles le même grand frère, le même papa, le même tonton ou la même personne. Ah, écoute, grand frère, d'abord, quand il décroche, tu dis, ah, ça va? Oui, ça va très bien. On dit quoi, les nouvelles? Grand frère, je suis sur un business là, tu peux gagner 1 million dedans. Ah bon, hein? Tout de suite, c'est ce qu'il va te dire. Tu peux me faire gagner 1 million. Oui, grand, ça c'est vite fait. Ah bon, explique-moi un peu. Entends, au début, quand tu appelais, allô, attends, j'ai un problème de réseau, je te rappelle après. Il a coupé. Mais là, quand tu lui dis, ah non, je suis sur un business, tu peux gagner 1 million. Automatiquement, il va dire, ah bon, explique-moi. Bon, écoute, j'ai eu un bon de commande, je dois faire un travail, ça me coûte 2 millions. Mon chiffre d'affaires, donc ma facture, c'est 4 millions. Donc, pour travailler, j'ai besoin de 2 millions, mais je n'ai pas les 2 millions. Mais j'ai l'expertise pour faire le travail. Donc, si tu me permets d'investir 2 millions dans mon affaire, qu'on nous paye 4 millions, moi, je prends 1 million bénéfice. Toi, tu n'as rien fait, tu prends 1 million bénéfice. Il dit, ah bon, passe me voir à la maison le soir. Et puis, le soir, quand tu viens, il va dire, bon, tu as les papiers qui montrent ton affaire de, est-ce que tu as vraiment le marché, est-ce que tu as vraiment ci, tu as vraiment ça. Tu lui montres. Ah, tu as fait ça, hein? Oui. Ah, les petits, vous vous battez, il faut qu'on vous encourage. Tiens. Mais en fait, c'est parce qu'au début, tu lui as dit, il va gagner 1 million. C'est tout ce qui l'intéresse, hein? Tout ce qu'il dit derrière, là, c'est du verbiage. Changeons notre approche. Mais je l'ai essayé 100 000 fois. Bon, bref. Mais je veux dire, je l'ai essayé 100 000 fois. Changez votre approche. Arrêtez de penser que les gens vous doivent de l'argent. Personne n'est obligé de vous aider. Ce qui fait qu'on est déçu, là, c'est parce qu'on attend quelque chose de quelqu'un. Et je reviens, je le dis. Bon, je ne veux pas frustrer les sensibilités, mais excusez-moi, n'attendez rien de l'État. C'est pour ça que vous êtes déçus. Attendez tout de vous-même. Si l'État vient en appui, alhamdoulilah. Si l'oncle, la tante, le frère, le neveu, le cousin vient en appui, Dieu merci. Mais vous-même, vous faites quoi pour vous? Personne ne vous doit quoi que ce soit. La question du financement est au cœur de tous les débuts de problèmes d'entrepreneuriat. Quand tu rencontres un jeune, ah, grand frère, j'ai un business, ah, j'ai ci, c'est quoi ton problème? Il dit non, je n'ai pas de financement. Pourtant, le même jeune-là, le samedi soir, tu le vois en boîte de nuit, c'est 2 champagnes, 2 goûts à côté de lui, et puis il a loué voiture. Ils sont plus prompts à dépenser dans ce qui ne semble pas important, parce qu'eux, s'ils ont un projet de 10 millions, ils attendent que les 10 millions là viennent un coup. Mais non, comme on a dit, il y a le système participa,
il y a le système de prêt et puis il y a le système de réinvestissement. Donc, si tu as eu 1 million aujourd'hui, tu investis dedans un peu. Mais arrêtez de compter sur les gens. Pas sur l'État, pas sur votre oncle ou votre papa ou votre maman. Le rôle de l'État, il est simple. C'est de créer l'environnement. La seule chose que moi je demande à l'État de Côte d'Ivoire, c'est la paix. Tant qu'il y a la paix là, on va manger, on va se battre. C'est tout ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi nous les jeunes là, on doit être des ambassadeurs de paix. Parce que c'est notre avenir qu'il s'agit. Hein. S'il y a un problème tout de suite là, quand on dit on doit couper le gâteau là, on ne nous appelle pas. Donc on doit rester concentré sur nous-mêmes. Ce n'est pas méchant d'être égoïste. Parce que chacun naît seul, chacun meurt seul, chacun vit seul. Donc arrêtons de compter sur autrui pour vouloir se développer ou de dire c'est parce que lui là il est content que moi je suis malheureux. Ou bien lui là c'est parce qu'il a eu cette position que moi je suis encore là. C'est faux. Si tu es encore là, c'est parce que tu veux être là. Donc est-ce que vous m'avez compris? Si vous m'avez compris, je vous demande de ne pas applaudir et puis de réfléchir à ce que j'ai dit. Merci. Merci. Dit de ne pas applaudir. Voilà, les djoulas. Ça, c'est des djoulas. Ça, c'est des djoulas. Merci beaucoup, cher grand frère. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos panélistes. Écoutez, c'est un échange, quand on dit un échange enrichissant, c'est que tout ce qu'ils vous ont dit aujourd'hui, ça va porter du fruit, peut-être pour certains dans 10 jours, pour d'autres dans 1 an, pour d'autres. Mais chacun ici a une information bien précise qui est venue pour changer quelque chose en vous. Vous voyez, et c'est vraiment important de dire merci une fois de plus à travers des ovations nourries à nos panélistes. On fait une véritable course contre la montre. Normalement, je devais mener une bonne partie du débat en posant des questions, mais vous êtes d'abord en priorité. Malheureusement, on a une contrainte avec un partenaire qui doit intervenir tout à l'heure. On vient de nous donner l'information. On a jusqu'à 16h15 pour boucler. On va prendre une série de 3 questions d'abord, permettre à nos panélistes de répondre. Si on a encore le temps, on va prendre une dernière série de questions. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour le micro. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le micro? Voilà, si quelqu'un peut m'aider avec le micro. On va prendre juste une série de 3 questions. Et puis, il faut qu'il arrive, il y a un micro du partenaire. Donc, on va prendre la dame, elle a la main levée très haut, au centre là-bas. Oui. Ensuite, je reviens là. D'accord, lui, sa main est levée très haut. Et puis, il y a une dame au fond là-bas qui a levé la main très haut aussi. On va les prendre d'abord et ensuite, on verra si on prend une autre série. Allez-y. Bonsoir. Une question à un volet, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Miss 2.0 2020. Je suis Vinciane Kaoro-Kouyo, jeune entrepreneur. Je suis la promotrice de Natumiel. Alors, Natumiel, c'est une marque ivoirienne qui vous propose du miel 100% naturel et des produits dérivés, tels que des gâteaux à base de miel et un mélange de miel d'épices. Alors, ma question va à l'endroit de M. Daniel Oulaï. Déjà, merci pour vos interventions. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Alors, vous avez parlé de la formation investie en soi. Aujourd'hui, notre souci au niveau de notre structure, c'est vraiment la formation. Parce qu'on s'est lancé dans le domaine sans vraiment connaître. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est grâce à Internet et ce qu'on a appris enfin, à la télévision et sur YouTube, etc. Donc, j'aimerais savoir, au niveau de la formation, comme vous avez dit, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre enfin, pour bénéficier d'une formation adéquate dans notre domaine en particulier, on va dire dans l'apiculture. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de structures spécialisées dans ce domaine-là. Et quand j'ai fait des recherches, au niveau de l'État, c'est plus des formations de coopératives, des formations d'associations. Mais comment, on va dire, arriver à faire des formations de manière individuelle, sachant que c'est vrai qu'on peut compter sur nos moyens, mais c'est vraiment assez petit. Donc, comment pouvoir se démêler, en fait, pour pouvoir bénéficier de formations dans notre domaine? Merci. Bonjour à tous. Je suis d'abord heureux d'être ici avec vous et je suis Wenongo Suleiman Aziz.
J'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée Maurice Delafosse. Alors, On n'a pas saisi. J'ai entendu 15 ans. je suis Ouedraogo Suleiman Aziz, 15 ans, en seconde au lycée Maurice Delafosse. À 14 ans, j'ai créé une marque qui s'appelle Soul de vêtements, d'accessoires et divers. Et dernièrement, je suis co-créateur avec Madame Priscilla Bourou d'une association qui s'appelle CISAB, Smile Vent, qui va œuvrer chaque année pour différentes causes. En ce moment, nous sommes en collaboration avec la Woman Leader. Nous récoltons les livres pour pouvoir leur remettre dans le cadre de la Week Children. Ok. Nous remarquons en ce moment que l'État fait tout son possible pour pouvoir mettre à disponibilité des citoyens des moyens pour pouvoir faciliter l'employabilité. Mais moi, j'ai remarqué un réel problème. Je me dis le problème en soi. Le cœur du problème, c'est les jeunes. En effet, les jeunes sont un facteur majeur influent sur l'employabilité. Donc la question que j'aurais voulu poser en ce moment et aujourd'hui, c'est: auriez-vous des idées innovantes et efficaces afin de favoriser une prise de conscience rapide des jeunes dans le cadre des enjeux et des opportunités de marché, mais aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat? Vous vous doutez donc que dans la prise de conscience, j'inclus la volonté d'entreprendre, donc de créer des postes, mais même avant ça, de poursuivre une quête d'information pour savoir dans quel secteur nous voulons travailler et s'y former. Merci beaucoup. Merci pour la question. Donc, on va prendre la dame au fond. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Oli Io. Je suis Madame Oli Io, créatrice de la première école de maquillage 100% à Abidjan. Ma question est la suivante. En dehors des réseaux sociaux, comment avoir de la visibilité pour positionner son business? Voilà, chers panélistes, on a des questions. La première question, je sais qu'elle est adressée à Daniel. Daniel va répondre à la question et on va permettre à tous ceux qui veulent aussi renchérir sur les autres questions de le faire. Voilà. D'accord. Je vais tout de suite répondre à ta question. Pour moi, pour recevoir, il faut donner. Je vais être très clair sur cette question. Vous avez envie de vous former. Déjà, c'est très bien. L'Internet, aujourd'hui, c'est un très bon outil de formation. Je voulais le préciser. Tu peux l'explorer davantage. Mais pour recevoir, il faut donner. Je vais partager avec toi une petite expérience. Nous, depuis 3 ans, on fait des tutos, on donne des formations gratuites, on fait tout ce qui est caravane autour de l'agroécologie, on partage beaucoup. Et une fois, il y a quelqu'un d'important qui est venu en Côte d'Ivoire, le directeur de la fondation Pierre Castel. Donc il est venu à Abidjan et on était tous dans la salle, il devait nous entretenir. Et après, moi, je me suis approché de lui pour lui dire que je voulais l'inviter à déjeuner. Habituellement, dans la méthode classique, c'est eux qui nous invitent. Et ce jour-là, moi, j'ai décidé de l'inviter à déjeuner. Et puis, son protocole a trouvé un peu bizarre. Ils n'ont pas voulu. Et lui, il avait déjà entendu. Et il m'a dit, Daniel, je viens déjeuner.